Bon, eh bien, je vous propose de commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette table ronde informée pour susciter l'engagement. Je suis Anne-Charlotte Dagorn, shifteuse en charge de la Big Review et directrice communication d'Assystem. On va passer un peu plus d'une heure ensemble pour débattre de cette question fondamentale. L'engagement citoyen est effectivement extrêmement important face à l'urgence climatique qu'on connaît. Alors on va débattre et puis vous aurez évidemment à la fin l'occasion de poser toutes vos questions à nos intervenants. Et sans plus attendre, je vais les laisser se présenter. Camille, est-ce que tu veux commencer ? Bonjour à toutes et à tous. Allô, allô. Si, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Camille Chaudron. Je suis média activiste, conférencière sur les questions de transition écologique, réalisatrice au service des nouveaux récits et je fais du conseil en entreprise sur les questions de transition également. Donc, grosso merdo, je dédie ma vie à transformer les comportements, mentalités et sociétés. Enchantée. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Moi, c'est Santiago, je suis le fondateur et CEO de Change Now. Change Now, très rapidement, c'est une entreprise qui a démarré, une petite start-up qui a démarré en 2016 après la COP21 avec la mission d'accélérer la transition justement en inspirant et en créant des événements qui connectent les acteurs de la transition. Et voilà, en 3 ans, Change Now est devenu le plus grand événement mondial pour la planète, avec 55 000 personnes en digital là, au mai dernier et 28 000 la dernière fois qu'on l'avait fait en physique. Donc voilà. Merci. Yves ? Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Je ne suis pas au Shift moi-même, mais je suis le travail de Jean-Marc Jancovici depuis 2002, quand il a publié L'Avenir climatique. Je crois que je l'avais interviewé à ce moment-là. Personnellement, je suis journaliste scientifique. Je suis spécialisé en environnement et j'écris dans des titres comme Science et Vie, Le Monde ou Reporter. J'ai écrit ma première une de Science et Vie sur le climat en 2003. Et je ne pensais pas qu'on en serait encore là 20 ans après. Donc je pense que la question de comment on peut susciter l'engagement est plus que pertinente. Voilà. Merci. Cédric ? Bonjour. Alors moi je suis l'auteur de la fresque du climat, mais j'ai aussi fait le démarrage de ma vie dans le monde du climat aux côtés de Jean-Marc Jancovici au sein du Shift Project que j'ai dirigé au tout début, et donc j'ai vu aussi la naissance des shifters. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je reviens parmi vous aujourd'hui. Et donc j'ai 2 casquettes. Je suis président de l'association La Fresque du Climat qui diffuse l'outil qui porte le même nom, et puis à côté de ça j'ai ma boîte de conseil qui s'appelle Blue Choice, et je propose beaucoup évidemment de fresques du climat dans les entreprises, souvent à des niveaux COMEX ou décision ou RSE, et également je les accompagne pour après, une fois qu'ils ont compris qu'on a un vrai sujet avec le climat, je les accompagne sur la stratégie à mettre en place dans l'hypothèse où le monde resterait effectivement sous les 2 degrés, et je leur propose de faire le pari que c'est ce qui va se passer, et puis du coup de tout réorganiser en fonction de ça. Merci à vous tous et encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, quand on se pose la question d'informer, évidemment, il y a une question au centre de ça qui est comment communiquer une information juste et pertinente, mais aussi comment exister dans un univers où on est tous noyés sous l'information, où l'information est de plus en plus dense et du coup de plus en plus éphémère. Santiago, est-ce que tu veux réagir à ça ? Alors, nous, à travers Change Now, on s'était mis un enjeu au tout début, une mission. 2 missions. D'un point de vue des points de vue des solutions des acteurs de la transition, c'était comment rassembler autour d'eux un écosystème, et un deuxième volet qui était beaucoup plus sur l'information, sur l'inspiration et donner envie de cette transition. Et donc ça, vraiment, on s'était mis un objectif de réussir à emmener dans ce chemin de transition le plus grand nombre possible de personnes. Et on s'est très vite rendu compte qu'il y a déjà une multiplicité des profils à qui il faut parler. Les personnes ne sont pas forcément avancées au même niveau de leur parcours de transition. Et donc, il faut réussir un peu à savoir quelles sont les informations qu'ils sont prêts à comprendre et à accepter. On va difficilement faire passer un message à quelqu'un qui ne veut pas l'entendre. Et donc, il faut parfois passer par des chemins un petit peu plus doux pour pouvoir les embarquer avec nous. Et la mission qu'on a, nous, c'est de dire, OK, on doit prendre quelqu'un par la main
et l'emmener le plus loin possible et le plus vite possible dans cette transition. Et en même temps, si parfois on tire trop fort d'un coup sec, on perd la main et on perd cette personne-là sur le chemin de la transition. Donc il faut qu'on arrive à trouver le bon équilibre, et pour ça il faut avoir des storytelling différents selon les niveaux d'avancement, donner quelque chose de très facile au début, par exemple avec un film, et après d'avoir des discours avec des experts pour ceux qui sont déjà plus avancés. Voilà à peu près nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un panel suffisamment large de manières de transmettre l'information pour que qu'on soit débutant ou expérimenté, on arrive à en tirer quelque chose et à passer à l'étape suivante. Merci. Cédric, comment tu abordes cette question-là, toi ? Oui, je suis assez d'accord avec ce que dit Santiago. Ça me rappelle la raison aussi pour laquelle dans la fresque du climat, on n'a pas les solutions. Parce que autant le constat, on prend à peu près tout le monde, des enfants, depuis les enfants de CM2 jusqu'aux membres du COMEX d'une boîte du CAC 40, c'est le même jeu à peu près, et ça se passe pareil sur le constat. Après, quand on parle des solutions, la raison pour laquelle on ne les apporte pas, c'est parce que moi, je n'ai pas la prétention de les avoir, déjà. Notamment après avoir bossé 6 ans au Shift, j'ai plus de questions à la fin que de réponses. Et en fait, en fonction du profil des gens qu'on a devant nous, on va leur tenir un discours ou un autre. Enfin, c'est surtout en vrai, c'est eux qui vont parler, on va les laisser s'exprimer. Mais dans ce qu'on peut leur apporter, on va s'adapter aussi à leur niveau de prise de conscience. Il y a des mots qui ne vont pas être audibles pour certaines personnes au tout début, quand ils sont... Le mot décroissance, par exemple, ou même le débat sur la croissance, parce que moi, je suis un peu comme Christian, je pense que c'est un faux débat, mais poser le débat sur la table est quelque chose qui peut être adapté ou pas en fonction des gens qu'on a devant nous. Donc il faut très vite sentir où ils en sont et s'adapter en fonction de ça. Camille, j'imagine que c'est une question au cœur de tes activités également. Oui, tout à fait. Je suis derrière un média qui est une page Instagram qui s'appelle Girl Go Green, en fait, et donc du coup qui est dédiée à sensibiliser le public aux enjeux écologiques et sociaux et à leurs solutions. Et en effet, sur ce média, moi j'expérimente pour sortir un peu le message autour de ces enjeux du flot permanent d'informations que l'on reçoit tout le temps à longueur de journée. J'essaye d'expérimenter déjà des nouveaux formats pour rendre les choses un peu plus désirables, pour les rendre attrayantes en fait, donner envie de s'intéresser à ces sujets-là. Donc je vais aller explorer cette partie des nouveaux formats, et puis je vais essayer aussi de transmettre avec le plus de pédagogie possible, en digérant un maximum les études d'experts notamment, et en essayant de pouvoir comme ça amener tout un chacun. Enfin, je pense que à travers nos différentes activités, c'est tout ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'être dans cet accompagnement pédagogique, et moi j'essaye de mettre un maximum de paillettes dessus pour qu'on ait vraiment envie de regarder ce qu'on n'a pas du tout envie de voir, sans tomber évidemment dans le positivisme cuicui les petits oiseaux, quoi. Mais est-ce que, les réseaux sociaux, tu le mentionnais, c'est quand même un format très court, très contraint. Toi, Yves, tu es journaliste scientifique. Est-ce qu'en un format si court, on peut réellement expliquer des problématiques aussi complexes que la transition énergétique, le changement climatique ? Comment est-ce que tu gères ça, toi, au quotidien ? Alors, moi, je suis dans une position un petit peu différente que celle des autres intervenants ici, parce qu'ils ont tous plus ou moins créé une structure dont ils sont les pilotes, alors que moi, je suis dans la machine médiatique, en fait, et j'en subis les lois, quand même. Et en fait, moi, ma bataille, c'est d'essayer de mettre du climat et de l'intelligence climatique dans cette machine médiatique. Et ce que je voudrais dire, c'est que c'est difficile pour 2 raisons principales. La première, c'est que globalement, la machine médiatique est scientifiquement illettrée. Et donc moi, je fais partie d'une association de journalistes scientifiques où on essaye de faire rentrer de la science dans les médias. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, les gens qui dirigent les médias ont fait des sciences humaines, ils sortent de Sciences Po et ils pensent que la science, c'est compliqué, déprimant et que ça n'intéresse pas le public, en fait. Et puis, l'autre chose, c'est que les médias sont quand même des machines qui sont liées au pouvoir économique, politique, etc. Et du coup, ils sont un peu dans la même attitude de déni de la réalité climatique. Et donc, nous, on doit ramer contre ça et placer nos sujets et imposer nos sujets dans ce contexte. Voilà ce que je voulais dire sur ma place particulière.
Et la pédagogie, la vulgarisation, malgré tout, doivent être au cœur du débat. Est-ce que Cédric, toi, c'est des questions, j'imagine, que tu as dû te poser en créant la fresque du climat, finalement. Comment rendre cette information digeste ? Ouais, d'ailleurs, il y a un compromis à trouver entre la rigueur scientifique et l'enjeu pédagogique. Donc, clairement, dans la fresque, il y a des chiffres qui sont arrondis à la dizaine près pour qu'on les retienne. Je préfère que les gens retiennent un chiffre plutôt que d'avoir un chiffre exact. Il y a une définition du forçage relatif qui est également assez compliquée comme ça, mais largement arrondie aussi par rapport à la réalité. Mais je l'assume. Et des gens comme Valérie Masson-Delmotte ou j'ai oublié son nom, Jean-Marie... François-Marie Bréon, ça y est, ça me revient. François-Marie Bréon ont eu les cartes dans les mains, n'ont pas été choqués par les simplifications qu'on a faites pour des raisons pédagogiques. Donc il y a cet enjeu-là, oui, en effet. Et après, il y a l'enjeu de réussir à expliquer aux gens qu'en fait, ils pensaient savoir et ils ne savaient pas. Parce que on a tendance à s'auto-évaluer avec nos propres niveaux de connaissance et par conséquent on s'estime tous connaisseurs de n'importe quel sujet et alors réciproquement quand on connaît un sujet quand on connaît bien un sujet on est persuadé que tout le monde autour de nous connaît la même chose, connaît ces sujets-là. Moi, ça m'est arrivé, je donnais mes toutes premières conférences sur le climat. J'étais devant une dizaine de potes sur un écran plat à la maison en mode réunion Tupperware et je faisais mon premier cours sur le climat. Je me rappelle prononcer ces mots. La concentration en CO2, elle est de 390 ppm, donc c'était il y a quelques temps. Et au moment où je prononce ces mots-là, je me dis, mais en fait, ils doivent le savoir, ça. Et je me suis vraiment dit ça. Je me suis dit, tout le monde le sait, que la concentration en CO2, c'est 390 ppm. Et puis, quelques minutes plus tard, je me suis repris en me disant, mais t'es con, il y a 3 mois, tu ne le savais pas. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point très vite on pouvait basculer dans la certitude que ce qu'on sait, tout le monde le sait. Et je pense qu'aujourd'hui, énormément de militants du climat, de gens qui bossent, mais j'en ai rencontré qui bossent depuis 20 ans, 30 ans, j'ai rencontré des gens qui ont fait la COP 1. Voilà. Je pense que dans cet écosystème-là, il y a beaucoup de monde qui sont passés trop vite de l'ignorance à la connaissance du sujet, et puis, OK, maintenant, on va bosser sur les solutions. Et on oublie qu'en fait, autour de nous, personne n'est au courant, surtout que quand on leur demande aux gens, on leur demande le climat, vous y connaissez? Ah ouais, ça va, je connais, ouais. Puis si on creuse un peu, oui, je trie mes déchets. Ah ok, donc en fait, on va reprendre à zéro. Et donc voilà, on a trop vite basculé dans le OK, tout le monde a compris, maintenant il faut bosser sur les solutions. Et bien là, il est temps de se dire, attendez, état des lieux, le niveau de connaissance en fait c'est zéro, les politiques, les décideurs économiques, etc. Donc il va falloir y aller. Donc le but de la fresque, c'est de pallier à ça. Mais c'est marrant le constat que tu montes du doigt, parce que dans la consultation citoyenne, la Big Review dont on a parlé ce matin, la plupart des gens se sont auto-évalués, très sensibilisés, et en fait on s'est aperçu que sur plein de sujets, il y avait un niveau de connaissance assez limité. Et ce qu'on fait souvent quand on fait une fresque du climat, il y a beaucoup d'animateurs qui aiment bien faire ça. On demande aux gens au début de se mettre sur une ligne pour s'auto-évaluer de 0 à 10 sur leur connaissance sur le climat. Et après, ils essaient de voir s'il y a une relation avec le vrai niveau une fois qu'ils sont en train de jouer. Et il n'y a aucun rapport. C'est ceux qui étaient les plus humbles qui en fait se connaissaient le plus, et puis ceux qui pensaient savoir en fait que dalle. Donc il y a zéro corrélation entre ni positif ni négatif, entre la façon dont les gens s'auto-évaluent et leur vrai niveau. Mais alors là, on parle de communiquer l'information à des gens qui cherchent, qui veulent savoir, mais comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser des gens qui ne sont pas forcément moteurs, qui ne cherchent pas l'information? Santiago, est-ce que ça, c'est une problématique que tu dois gérer au quotidien? Oui, complètement. En soi, la chose, c'est que juste avant, il y avait Christian Depertuis qui avait parlé de 2 révolutions. Il y avait la révolution énergétique et la révolution agroécologique. Moi, je pense qu'il y a une 3e révolution qui est nécessaire. C'est la révolution culturelle, quelque part. C'est-à-dire qu'il a terminé sur le côté des espèces invasives, etc. Tout ça, ça ne pourra changer que si on change notre culture de société, notre culture au global. Pour faire passer ça, je pense qu'il faut que justement l'information se diffuse par tous les canaux possibles, que ce soit dans des revues scientifiques, dans des pages Instagram ou n'importe quel réseau social, que ce soit dans des jeux pédagogiques ou dans des conférences, dans des films à la télé, dans de la fiction, du documentaire, partout, de manière à ce que l'information devienne culture, quelque part. Et pour la petite histoire, il y avait 2 ans, moi j'avais été invité à l'université d'été du MEDEF,
où il y avait eu un ministre qui avait dit « ça y est, en parlant du climat, ça y est, la bataille des idées est gagnée ». Et à ce moment-là, je me suis dit, je pense qu'il s'avance un petit peu encore. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas réussi justement à faire en sorte que cette information devienne culture, acceptée par tous, qu'on ait un socle de valeurs finalement qui a changé en France, mais aussi à l'international, parce que le problème n'est pas français, alors seulement on pourra commencer à imaginer qu'on a gagné cette bataille des idées, sachant qu'après, il faut vraiment que ces idées soient justement suffisamment fortes pour qu'elles nous poussent à prendre les conséquences en termes d'actes. Camille, sensibiliser des gens qui ne le sont pas forcément, j'imagine que c'était aussi un petit peu l'objectif quand tu as lancé ta communauté. Ouais, complètement. En fait, je partais du constat de me dire, on sait, les scientifiques, le constat est là depuis des années, depuis 1972, premier rapport Mideuse, voilà, du Club de Rome. Depuis, franchement, le dernier rapport du GIEC ne fait juste que confirmer les chiffres de manière un peu plus grave, quoi. Concrètement, on en est là, donc ça fait 50 ans. Et je me disais comment ça se fait que ça infuse pas partout pour faire justement culture. Et j'avais à cœur d'en fait aller toucher les gens partout où ils étaient. Enfin, d'aller là où les gens étaient. Et en partant du constat que aujourd'hui, en effet, les réseaux sociaux ont pris une place immense dans nos vies et que ce temps de cerveau que l'on y consacre, si on pouvait adroitement y glisser quelques idées en fait, pour sensibiliser aux enjeux climatiques et sociaux, c'était peut-être une plateforme de résonance qui était encore trop peu exploitée et j'ai décidé de faire ça, mais je pense que c'est absolument pas suffisant, c'est un moyen parmi tant d'autres et je pense que de la même façon que aujourd'hui, pourquoi et je te rejoins là-dessus Santiago, il y a la bataille culturelle aujourd'hui elle est gagnée par le capitalisme parce que par exemple la publicité elle est partout dans nos vies du matin au soir. Dans notre quotidien et en fait moi je me disais j'aimerais basculer ça et faire en sorte que ce soit au contraire des idées et des imaginaires qui parlent plutôt de résilience, qui parlent de solidarité, qui parlent de décroissance et de délitement au pluriel qui ont besoin en fait de venir nous toucher au quotidien. Et du coup, c'est comme ça que j'ai essayé de contribuer à ça. Mais la bataille est loin d'être gagnée et il y a encore énormément d'espaces dans lesquels on a besoin de venir en parler et de venir occuper cet espace médiatique qui d'ailleurs, j'en ai absolument pas occupé du tout aujourd'hui. Quand on regarde les chiffres, on a 1% des sujets des JT qui sont dédiés aux enjeux climatiques, qui sont dédiés au climat même de manière générale, 2% quand on est sur les chaînes d'information en continu. Et Le Monde fait figure d'exception avec 5%. Wouhou! Donc du coup, il y a vraiment un travail énorme à faire, quoi. Et pas seulement sur les médias, mais partout où les gens sont. Et Yves, justement, est-ce que toi, tu arrives à pousser ce type de sujet dans des médias un peu plus grand public ou ça reste quand même dans des médias, entre guillemets, d'initiés ? Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Camille. C'est vraiment un très gros enjeu. Parce que il y a des gens qui pensent que les médias ont tout le pouvoir et font tout. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, en fait, si le public ne comprend pas, c'est parce que les médias n'ont pas assez bien expliqué. Et ça, c'est pas vrai. Clairement, les gens prennent leur distance par rapport aux médias, mais en même temps, les médias, c'est super important. C'est là que, finalement, je veux dire, on dit souvent que maintenant, c'est les réseaux sociaux qui règnent et que le monde fait 10 fois moins de clics que Facebook, mais au bout du compte, c'est pas vrai. Ça, c'est trop simple. Il y a quand même une question de crédibilité, de réputation qu'ont les grands médias. Et donc, c'est très, très important, à mes yeux, d'y faire rentrer du climat et des enjeux d'environnement, etc. Et je pense que c'est possible, dans ce cadre-là, de faire du beau journalisme, de faire des beaux sujets avec des belles photos, des belles infographies, du reportage et des choses qui, voilà, rien de miraculeux, mais des expériences peut-être aussi, mais des choses qui nous aident à véhiculer les enjeux. Mais le problème, c'est que
il y a aussi une question de business model. Les médias perdent de l'argent. Ils sont en ce moment dans une situation où ils cherchent à faire du journalisme cheap. Le business model des chaînes d'infos continues est une vraie catastrophe parce qu'il repose sur la publicité. C'est de l'info gratuite qui est payée par la pub. Donc c'est complètement pousse au crime. Ça pousse au buzz et à l'audience et ça stérilise tous les débats et toutes les subtilités. Donc il y a une réflexion à mes yeux à avoir sur quel type de journalisme on veut dans une démocratie, quel type de journalisme pourrait donner plus de pouvoir aux gens en fait. Et là il faut réfléchir à la propriété des médias, aux règles qui régissent les médias et se poser la question de comment doit être le journalisme du XXIe siècle et est-ce qu'il n'a pas besoin d'une aide financière sous des règles à définir pour faire son job de soutenir la démocratie. Je peux rebondir parce que je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis. Je pense qu'il y a un enjeu qui est attenant à ça, c'est que quand on se pose la question de quel journalisme on a envie de faire, pour moi c'est une question centrale et cruciale parce qu'aujourd'hui, on va vers des problèmes qui sont de plus en plus complexes, qui ont besoin, dans lesquels on a besoin d'amener énormément de nuances et auxquels on a besoin d'amener des réponses qui sont complexes. Et pour ça, on a besoin de temps, justement, pour qu'un travail journalistique puisse vraiment les approfondir et aller à la rencontre de cette pensée complexe. Et en parallèle, moi, je vous dis aussi qu'il faut être partout dans la vie des gens. Et malheureusement, on est sur une condensation du temps de cerveau disponible où c'est de plus en plus difficile de faire passer justement des pensées complexes et que on bataille pour de l'attention qui est à quelques secondes en fait pour faire passer des idées. Et il y a vraiment cette espèce de grand écart où on a besoin d'approfondir et heureusement il y a encore des ovnis aujourd'hui qui sortent tels que des chaînes comme Fingerview ou alors Blast, ce genre de médias qui réussissent encore à émerger. Et en même temps, il y a comment trouver des nouveaux formats les plus impactants possibles, les plus marrants possibles, les plus détournés possibles, mais qui tiennent en quelques secondes et qui du coup ne permettent pas, sur un TikTok, on peut pas régler la question de pour ou contre la voiture électrique, quoi. Genre, c'est pas possible, Ouais, un format très contraint. Ouais. Et un temps de cerveau disponible très limité, comme tu le disais. Comment on fait, Cédric, avec ce temps de cerveau limité et comment on intéresse des gens qui ne s'intéressent pas forcément à la question de base ? Moi, je ne sais pas faire. En fait, on galère à expliquer à des entreprises que la fresque du climat, ça dure 3 heures et pas moins. Et donc, ils nous disent oui, mais on n'a pas le temps. Alors, bon, à la fin, on négocie parce que c'est un COMEX, parce que vraiment, ils n'ont pas le temps. On négocie 2 heures et puis ils reviennent en nous disant ah, mais non, mais en fait, ils n'auront qu'1 heure et demie. Bon, je vous fais une conf. Et donc, ce temps de cerveau disponible, c'est la denrée rare, c'est la ressource limitée qui nous empêche d'avancer. Alors on a la chance de quand même y arriver à faire des choses en 3 heures au niveau de la fresque, et puis les gens l'entendent parler, donc ça fait boule de neige et ça finit par se propager. Et puis surtout, une fois qu'ils l'ont fait, ils se sont pris une belle claque dans la figure, donc ils arrivent à en parler autour d'eux, voire à devenir animateurs. Mais je n'ai pas de réponse à cette question sur les médias, les réseaux sociaux. Moi-même, je suis un peu consommateur de YouTube, voire quelquefois des trucs un peu rapides, là, en quelques secondes. C'est complètement addictif, c'est stérile, mais on a du mal à s'en défaire. Et en effet, on ne construit rien. On passe aucune idée un peu sophistiquée à travers ces médias-là. Et je n'ai pas la solution. Mais j'imagine que tu vois quand même une différence entre, comme tu le dis, une conférence d'1 heure et une conférence, quelle que soit l'heure, où le participant a été actif, justement, comme dans la fresque. Ça fait une vraie différence. Oui. Alors, la puissance de la fresque, c'est que les participants sont actifs, ils sont autour d'une table, ils bougent les cartes, ils bougent leur corps et puis ils font travailler leur cerveau, ils échangent entre eux, ils se trompent, ils se corrigent. Tout ça, ça fait partie de la pédagogie qui fait que ça ancre beaucoup plus les connaissances. Donc c'est la raison pour laquelle ce format il marche. Mais voilà, ça dure 3 heures en tout. Yves ? Moi, j'ai envie de dire qu'on peut faire des choses dans des formats courts et c'est un peu paradoxal parce que moi, on me donne 6 à 8 pages pour expliquer mes histoires. Mais je pense qu'on peut faire des choses en format court, mais il faut en avoir beaucoup, en fait. Il faut qu'il y ait du volume et il faut qu'il y ait des gens
qui ait le temps de produire ça. Et je trouve qu'un des gros problèmes de notre société, c'est que, bon, voilà, normalement, notre classe politique et nos dirigeants, de façon générale, devraient réfléchir à comment ils peuvent emmener la société dans une zone où elle peut survivre, tout simplement. Donc c'est exactement leur job, et ça suppose d'expliquer où on en est et où on va. Et je pense qu'il faudrait vraiment mettre une force de frappe sur les réseaux sociaux, de mettre des gens compétents et qui réfléchissent, et peut-être qu'ils auraient 40 secondes pour s'exprimer, mais s'ils faisaient 20 sujets par jour de 40 secondes, eh ben, il y a des messages qui passeraient. Mais là, il y a une espèce d'abandon de ces questions-là par tout ce qui est autorité, qui est vraiment tragique, parce qu'on ne peut pas faire cette transition si les gens sont pas conscients des problèmes et convaincus de ce qui s'y passe. Et en fait, comme nos hommes politiques savent pas très bien comment y aller, ils n'ont pas envie d'en discuter et de faire ce job-là, il me semble. Mais est-ce que finalement, il s'agit uniquement de trouver le bon moyen de faire passer cette information, ou est-ce que derrière ça, il y a une question un peu plus complexe, qui est de se dire, est-ce qu'informer suffit à susciter l'engagement ? Santiago, comment est-ce que vous gérez ça, vous, avec Change Now ? En fait, si on prend si on fait un raccourci entre informer et le côté uniquement rationnel de l'information, ça suffit pas. Si on prend l'art de la rhétorique, il y a 3 choses. Il y a le logos, le pathos et l'éthos. Le logos et l'éthos, voilà, c'est le côté rationnel. Mais le pathos, qui vient toucher les émotions, et émotion, ça veut dire justement de mettre en mouvement, c'est grâce aux émotions qu'on arrive à faire bouger et à engager les personnes. Voilà. Après, nous, on essaie concrètement à Change Now, on essaie de faire des choses simples pour ça. C'est que la première chose qu'on voit lorsqu'on vient dans l'événement, c'est du beau. C'est dans notre charte. On veut qu'il y ait une rencontre avec quelque chose de beau qui vient nous toucher, qui vient déverrouiller un petit peu finalement l'intérieur des personnes et qui disent « Ok, vas-y, je t'écoute, quoi ». Ça, ce petit moment de grâce, c'est ce qu'on essaie de créer parce que c'est ce qui va permettre de commencer à faire la mise en mouvement. J'en profitais aussi juste pour partager quelque chose que j'ai découvert récemment. D'un point de vue de l'information. J'étais à l'ESCP, j'étais invité pareil pour le lancement de leur nouvelle promotion, et un des étudiants me pose la question, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup et c'est à nous de faire le sacrifice en termes de niveau de vie ? Et l'information permet justement de passer du niveau de sacrifice à celui d'un choix éclairé. Ça, c'est hyper important. Parce qu'en fait, à partir du moment où on sait exactement pourquoi est-ce qu'on fait ce choix-là, eh ben notre éthique personnelle, elle devient plus supérieure et on commence à nourrir notre estime de soi. Et donc là, en fait, on abandonne une partie peut-être d'un certain confort hyper matériel, mais intérieurement, on se sent beaucoup plus fort, quoi. Donc voilà, je pense que voilà, c'est 2 choses qui vraiment permettent le passage à l'action, mais à chaque fois, ça vient toucher quelque chose d'intérieur en soi. Camille ? Complètement d'accord. C'est-à-dire que pour moi, là où j'essaye en tout cas d'avoir une action, c'est en effet de rendre ces messages-là, faire en sorte que on passe par le cœur pour aller toucher le cerveau. C'est un peu ma stratégie, c'est de me dire j'ai des messages qui sont cruciaux à faire passer, ça fait 50 ans qu'on les dit, personne ne les écoute. Comment ça se fait ? C'est parce qu'en fait, ils ne nous touchent pas au cœur. Et du coup, j'utilise les réseaux sociaux en me mettant pas mal en scène, de telle sorte à ce que sur les réseaux sociaux, en fait, vous me voyez là comme je suis là, je suis un peu the girl next door, quoi. Et du coup, quand moi je fais une action de désobéissance civile ou quand je fais de l'action directe, tout d'un coup, ces personnes qui me suivent dans mon quotidien, ils se disent waouh, si elle est capable de faire ça. C'est plus un truc seulement de zadistes, d'extrémistes dans leur coin avec des hippies et des dreads, quoi. A priori, c'est accessible pour moi aussi. Et du coup, moi, c'est vraiment à travers toute cette incarnation que j'essaye de déclencher de l'émotion, et aussi en générant en fait cette émotion à travers des films, par exemple, en utilisant de la fiction, parce que
des documentaires sur l'état du monde, je veux dire, re-regardez Al Gore, quoi, et vous avez déjà tout compris. Donc du coup, je me suis dit, mais comment on peut ramener de la désirabilité, des nouveaux récits, de l'engagement, en rêvant, en proposant des nouveaux imaginaires, en proposant des nouvelles histoires communes qu'on a envie de se raconter en commun, qui nous donnent envie d'y aller. On sait contre quoi on lutte, on sait pas forcément pourquoi on lutte. C'est quoi le futur désirable qu'on a envie de se raconter ensemble, en fait. Et du coup, il y a des outils tels que la fiction là, qui permettent de rajouter, de ramener de l'émotionnel là-dessus. Et ça, c'est un premier point. Et le deuxième point que je pense être vraiment hyper important, et ça, c'est une découverte en cheminement que j'ai eue que très récemment, c'est le fait de raconter les choses, de les réancrer dans une réalité sensorielle, en fait. Parce qu'on est tous très là, dans le mental, et on n'est plus vraiment dans notre corps. Et en fait, ce que j'entends par là, c'est que quand on vous parle d'extinction de la biodiversité, d'effondrement de la biodiversité, de la disparition du dernier panda ou du dernier dauphin, on les côtoie pas au quotidien. Donc, ok, c'est un fait, on l'enregistre dans notre cerveau, ça nous fait peut-être quelque chose, mais voilà, ça reste assez abstrait. Quand on vit dans sa chair, et ce que ça fait de voir une espèce qui disparaît et c'est fini. Et pour toujours, en fait. Et quand on a cette connexion profonde, et ça se travaille, hein, on est dans des sociétés qui sont hors sol, donc on est complètement déconnecté de ça, franchement, ça transforme notre rapport que l'on a à l'action et la mise en mouvement. Ça peut paraître assez new age, là, ce que je suis en train de vous raconter, mais en fait, je vous assure que c'est dans cette qualité de connexion au vivant, et de fin de cette scission culture-nature là, que l'on a tous, qui se passe des transformations profondes, quoi, dans le passage à l'action. Et cette reconnexion au vivant, comment tu la véhicules du coup ? Dans tes communications, sur tes réseaux sociaux, comment est-ce que tu gères ça ? Encore une fois, comme je le disais, c'était sur mes réseaux sociaux, je vais vraiment utiliser je vais utiliser les histoires. En fait, je vais essayer de raconter des nouvelles histoires, raconter des nouvelles mythologies, faire en sorte que l'écologie, ça devienne et la résilience et la décroissance incarnée, ça devienne un truc qui est source de joie, en fait. Moi, j'ai envie d'avoir des révolutions joyeuses. Moi, je veux la révolution, mais je veux aussi qu'on danse pendant ces révolutions. Et du coup, c'est en incarnant ça que je sens que ça donne plus envie aux gens. Et ensuite, lâchez votre téléphone et arrêtez de me regarder danser derrière mon écran pour vous parler de la loi climat et résilience qui est vraiment un échec total. Allez en forêt, quoi. C'est vrai, c'est juste ça. Allez en forêt, allez-y, allez marcher. Cédric, comment est-ce qu'on réinvente le récit ? Comment est-ce qu'on donne envie aux gens ? Et en même temps, sans tomber dans le greenwashing, en leur disant la vérité, comment est-ce que tu trouves l'équilibre et comment est-ce que tu mets en mouvement ? Je pense que ça passe par le fait d'incarner cette transition et puis d'être sincère, de ne pas être dans le greenwashing, pas être dans la communication. Il faut qu'on donne envie, en fait. Il ne faut pas qu'on donne l'air d'être des ascètes, des ermites, des Amish. Et encore, les Amish sont sûrement très heureux. Mais qui des choses qui donnent pas envie aux autres. Donc il faut l'incarner, faut montrer que en ayant baissé son empreinte carbone, en l'ayant divisé par 2, 3 à 4, on continue d'avoir un mode de vie hyper riche, où on voit plein de gens, on reçoit plein d'amour, on en donne beaucoup. Et ça, c'est que comme ça qu'on va pouvoir y arriver, parce que c'est clair que le rationnel, ça ne suffit pas. Et pourtant, j'ai fait la fresque qui est hyper scientifique et tout, mais dans la fresque même, on travaille beaucoup sur les émotions. On demande aux gens, une fois qu'ils ont placé les cartes, on leur demande comment vous vous sentez. Le démarrage des animations, maintenant, c'est quasiment systématiquement comme ça. On fait un tour d'émotions en un mot, et qu'est-ce que ça vous a fait ? C'est hyper important de se reconnecter à ce que ça nous fait au plus profond de nous. Et justement, en général, après la fresque, est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact ? Est-ce que vous arrivez à voir si les gens se mettent en action ou si au contraire, ils sont un peu terrorisés comme les lapins devant... T'es trop dans le rationnel, là.
Non, alors c'est un grand sujet, on aimerait bien pouvoir mesurer l'impact derrière, mais on ne sait pas trop comment faire, pour l'instant on n'y arrive pas. On voit globalement que ça marche, il y a des gens ils ont changé de métier après avoir fait la fresque, il y en a qui sont devenus animateurs et qui ont déclenché ça dans toute leur boîte. Enfin, il y a vraiment des choses qui se passent, on n'a pas de mesure précise, mais on voit qu'il y a des effets. Donc même si on pouvait le mesurer, je ne sais pas ce que ça changerait, de toute façon on continuerait, donc on n'a pas cherché plus que ça à mesurer. Est-ce que tu arrives, toi, à voir justement des gens qui passent à l'action après avoir vu tes communications ? Alors, juste avant de répondre à ça, je voulais juste compléter parce que vraiment, c'est des sujets qui me touchent beaucoup. Mais si ça vous intéresse, je vous invite vraiment dans cette notion de qu'est-ce que ça me fait, d'aller regarder le travail de l'éco-psychologue Johanna Messi, qui s'appelle « Le travail qui relie » et qui a fait toute une étude sur comment justement on se reconnecte à ce que ça nous fait de voir, de prendre conscience des effondrements en cours. Et ensuite, j'ai un peu le même problème que Cédric, moi, c'est-à-dire que je suis pas derrière les fesses de mes abonnés à savoir alors est-ce que tu es bien passé à la culotte menstruelle, enfin voilà, c'est très compliqué de mesurer son impact. Tout ce que je peux savoir, c'est quand j'ai des retours spontanés de personnes qui prennent le temps de m'écrire un message en me disant « Ah bah tiens, depuis que je te suis, j'ai changé ça, 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 ça. » Et ça, c'est toujours, c'est toujours source de joie. En tout cas, c'est moi ce qui me fait continuer, très clairement. Parce que je me pose toujours la question de est-ce que c'est vraiment très utile ce que je suis en train de faire. Et ensuite, quand vous avez 10, 20, 30 personnes qui vous disent je suis partie de la BNP et je suis allée à la Nef, là, je me dis peut-être que ça commence à avoir un petit effet quand même, de savoir que... mais ça reste, je vous dans le meilleur des cas, de 30 personnes, que je sais, que je connais, et qu'on m'a remonté, et ça reste évidemment anecdotique à l'échelle de ce que l'on pourrait faire. Donc du coup, c'est vraiment pas facile de savoir est-ce que j'ai vraiment où est l'impact que j'aurai le plus grand ? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux, ou est-ce que c'est dans la rue, ou est-ce que c'est en allant sur une ZAD, ou est-ce que c'est en cultivant mon jardin ? Peut-être que c'est ça, au final, en cultivant mon potager, en faisant du maraîchage sur sol vivant, voilà. C'est très compliqué, et en même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin de calculer ça ? Est-ce que c'est pas faire tout ça à la fois qui est important ? Yves, comment est-ce qu'on gère ce passage à l'action en tant que journaliste ? Est-ce que finalement c'est le rôle du journaliste de provoquer ce passage à l'action, cette mise en mouvement ? Ça, c'est une frontière compliquée pour moi. Personnellement, moi j'ai fait journaliste pour être utile. Et du coup, je voulais contribuer à changer le monde. Mais en même temps, un journaliste, c'est pas un militant. Et je pense que même si la frontière est floue, elle existe, et c'est bien qu'elle existe, et il faut pas chercher à l'estomper. Un journaliste, il a besoin de crédibilité, d'objectivité. Moi, finalement, puisqu'on discute de susciter l'engagement, moi, ce qui me donne envie d'agir, c'est quand je comprends. La colère, je l'entends, mais ça suffit pas à me donner envie d'agir. J'ai besoin de comprendre, et j'ai besoin qu'on me trace des perspectives. Donc j'essaye modestement de faire ça dans mon boulot, de nourrir les gens, de leur donner ce sur quoi ils peuvent raisonner, et trouver le mode d'action qui leur correspond à eux. J'essaye de jamais être prescripteur, parce que justement, c'est pas là qu'on m'attend en fait. Ce que je peux dire peut-être, c'est qu'il y a un courant du journalisme maintenant qui est discuté beaucoup dans les écoles et dans les médias, c'est le journalisme de solution. C'est-à-dire que c'est une façon de raconter les histoires qui rentre par les gens qui font quelque chose. Et si vous pensez au documentaire Demain, par exemple, je pense que son succès vient plus de cette démarche-là que de ses qualités cinématographiques, en fait. Et je crois que cette idée parce qu'il ne faut pas que le journalisme désespère. Et aujourd'hui, vu où on en est, c'est le gros risque. Du coup, je pense que rentrer dans ce qu'on raconte par des gens qui agissent, c'est peut-être une façon de naviguer cette ligne complexe qui consiste à la fois à
trouver de l'espoir à donner, à engager les gens à faire quelque chose sans leur dire quoi faire finalement. Santiago, tu parlais de prendre les gens par la main, vraiment de les accompagner. Est-ce que ça va jusqu'à pas leur dire quoi faire, mais en tout cas leur proposer différentes options? Est-ce que finalement, c'est une des problématiques aussi à laquelle vous essayez de répondre? Par où commencer? Sur quoi agir? Alors nous, on propose, en fait, on traite plein de sujets. Forcément, il y a le changement climatique, la crise climatique, il y a le côté biodiversité, il y a le côté des ressources, il y a le côté inclusion. On essaie de montrer vraiment un panel de solutions très large sur l'ensemble de ces 4 piliers. Et ce qu'on veut d'abord, en effet, c'est les faire rentrer dans le tunnel par du storytelling au début, en disant « Ah, en fait, c'est intéressant, dis-moi un peu plus, etc. » Ça passe très souvent, en fait, par l'image et la vidéo. Ensuite, on essaie de mettre de la rencontre. Ok, t'as vu quelque chose qui te plaît? Eh bien, regarde, t'as plein de personnes qui gèrent qui sont sur le terrain, qui développent une solution, etc. Et ça commence à les rattacher à quelque chose justement de porteur d'espoir. Parce que souvent, l'espoir, enfin, ou plutôt l'inverse, le désespoir vient de l'inaction. Quand on voit de l'action en mouvement, eh bien là, il y a l'espérance qui revient. Donc ça, on essaye aussi de l'insuffler. Et une fois qu'ils ont commencé à prendre un peu cette flamme-là, ben, ok, maintenant tu vas commencer vraiment à approfondir le sujet. Tu vas commencer à faire des fresques, justement. On fait des fresques, on fait des conférences, des pitchs pour qu'ils voient vraiment un panel beaucoup plus large. Et par contre, on ne va pas encore jusqu'à leur dire exactement quelle est la solution, parce qu'en vrai, la réponse est beaucoup plus compliquée que ça. Mais on leur montre quand même une diversité de voies possibles qu'il faut ensuite explorer. Et la mesure de l'impact, c'est une problématique ou finalement non? C'est une vraie problématique qui ne nous a pas arrêtés au début. Pourtant, c'était des personnes, quand on avait le projet, ils disaient « Ah, mais comment vous allez mesurer l'impact, etc. » Et c'est vrai que je pense que dans ce secteur-là, ça a été pendant trop longtemps un frein de dire « On ne bouge pas tant qu'on ne sait pas mesurer l'impact. » Or, pour moi, on a d'abord un impact, on va trouver comment on le mesure après. Et moi, je suis complètement dans ce qu'a dit Camille. C'est-à-dire qu'on a des remontées de terrain, des personnes, voilà, on sait que par exemple Brune Poisson avait rencontré une solution qui a fait changer un projet de loi sur l'économie circulaire. Il y a des personnes qui ont changé de carrière et il y a des personnes qui ont créé des ponts. Et c'était quelqu'un on va dire un souvenir très fort d'un activiste très ancré, on va dire sur le low-tech, vraiment le repli un petit peu sur soi parce que c'était le seul modèle qui lui convenait. Il était venu le premier jour et le troisième jour, il vient me voir et il dit « En fait, normalement, je viens, je repars. Là, ça fait 3 jours que je rencontre des personnes extraordinaires. » Et donc, je trouve que cette valeur-là aussi, humaine, de créer des ponts, ben pour nous, c'est ce qui vaut quasiment le plus. Et juste des signaux comme ça, on se fait, en fait, on est sur la bonne voie, on continue. Voilà. Cédric ? Je dirais qu'il y a un indice qui dit qu'on est sur la bonne voie, c'est quand on commence à avoir une audience très large et qu'on n'est plus dans l'entre-soi avec des gens qui ont tous fait la même chose. Donc je ne sais pas si ça va être le cas ici, mais bon, il y a des mots-clés qui vont marcher, méditation, yoga, écoféminisme. On a les mêmes centres d'intérêt parce qu'on est tous entre nous et on ne sort pas de là. Quand on a une audience qui s'est élargie à des gens qui ne pensent pas comme nous et qui on serait prêt à se fighter sur d'autres sujets par ailleurs, en fait, c'est bon signe. Mais c'est pas agréable. Complètement. Moi, ma plus grande réussite sur les réseaux sociaux de cette année, ça a été de me faire insulter. Ouais, merci. Enfin. Et parce que ça voulait dire, pour moi, c'était le signal que je sortais de l'entre-soi, des copains militants et des amis d'amis et toute cette sphère très bienveillante et tout. Et vraiment, je me suis dit, yes, ça veut dire qu'en fait, ça y est, j'ai un discours ou en tout cas un contenu qui a réussi à aller toucher des personnes qui en ont vraiment rien à carrer. Et peut-être qu'au bout de la 10e fois qu'ils auront entendu ce message, ça plantera une petite graine dans leur cerveau. Et pour revenir sur ce dont tu parlais, je pense que en effet, on n'est pas là pour donner des solutions aux gens. Déjà, on pourrait même se poser la question à partir du moment où on pense qu'on est détenteur de la solution et qu'il faudrait que tout le monde vive comme nous pour que ça aille mieux ou fasse comme nous pour que ça aille mieux. Je pense que déjà, c'est un red flag à avoir en tête. Mais au-delà de ça, moi j'essaye à ma communauté, alors pour le coup je me permets d'être moins dans la réserve que Yves, mais de leur montrer un panel d'actions possibles
soit à l'échelle individuelle, soit à l'échelle collective. Déjà, il y a cet axe-là. Et ensuite, il y a aussi, en agissant contre les structures en place, avec les structures en place, ou justement complètement à côté des structures en place. Et du coup, montrer qu'en fait, tout le monde a sa légitimité, tout le monde peut trouver son moyen d'action, et que quand vous êtes dans une ZAD ou sur une action par exemple telle que l'action de blocage de la mine de charbon de Ende Gelände en Allemagne, les personnes qui vont faire blocus de leur corps face à la police sont aussi importantes que les personnes qui vont en base arrière leur faire des sandwichs pour qu'ils tiennent le plus longtemps possible. Donc si vous êtes un super cuisinier, ça peut vraiment remettre du baume au cœur aux militants. Et en fait, du coup, c'est montrer toute cette diversité-là, même dans des trucs qui paraissent être un peu engageants, quoi. Mais en même temps, voilà, il y a comment je peux redynamiser un territoire rural, par exemple, en montant plein d'initiatives autour d'un écolieu, etc., de monnaie locale, de nouveaux modes d'organisation et tout. Et je pense qu'il y a vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et c'est juste l'histoire de se mettre en mouvement, en fait, d'initier ce mouvement. Yves, tu voulais réagir aussi? Oui, moi je suis d'accord avec Camille, mais on peut aller plus loin. Même le petit retraité qui voit ces images à la télé et qui écrit une lettre manuscrite à son député parce qu'il est indigné, il fait quelque chose aussi. Il n'est pas sur le terrain, il y fait pas les... Je veux dire, il y a 1000 manières d'agir. Chacun doit trouver la sienne, et c'est pour ça que je pense que en même temps il faut tous qu'on se pose tout le temps la question de notre impact, mais en même temps il faut savoir que c'est une question qui n'aura jamais de réponse. Et peut-être qu'on est dans une société, enfin je sais pas si c'est la culture patronale du résultat, ou je suis toujours un peu perplexe. C'est pareil quand on essaye de chiffrer les dégâts à la biodiversité, le coût du climat, enfin faut tout le temps tout mesurer avec un thermomètre à la virgule près. Je pense que non, l'action climatique, il faut que chacun fasse ce qu'il peut, lui, à son niveau, avec ses qualités et ses défauts et ses outils, et qu'il ne faut pas trop, justement, s'obséder par l'impact, en tout cas pas d'une manière paralysante, et bien se dire que... à ces positions très différentes et parfois contradictoires, on va quand même tous dans le même sens. Souvent, dans les mouvements militants, il y a ce petit défaut qui est de penser que sa manière d'agir est la bonne et que celle de l'adversaire ou du rival est pas la bonne. Moi, je pense que c'est vraiment important de se persuader que ce soit les radicaux, les modérés, les patronaux, les zadistes, etc., tout le monde contribue à ce qui est en train de se passer en ce moment, qui est quand même, malgré tout, un changement dans les consciences. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, ça me fait penser à un proverbe qui me tient très à cœur, qui dit il y a 2 temps qui sont vraiment idéaux pour planter un arbre. Le premier, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième, c'est aujourd'hui. Et sur le fait de se détacher aussi de cette notion de absolument faut qu'on ait des résultats, je pense que le simple fait de se mettre en action, c'est déjà quelque chose qui tout de suite amène une transformation, quoi. Alors, je voudrais qu'on garde un peu de temps pour les questions, mais un dernier mot pour la fin. Et si possible, Cédric, j'aimerais orienter le tien. Parce que quand on a préparé cette table ronde, tu m'avais parlé d'un parallèle très intéressant entre l'information, susciter l'engagement par rapport au changement climatique et la crise Covid qu'on a connue, qui est un thème, il me semble, sur lequel tu es revenu dans une de tes dernières conférences. Est-ce que tu veux élaborer un petit peu là-dessus pour le mot de ta conclusion ? Oui, je veux bien. Donc c'est vraiment le fruit de réflexions très récentes en voyant la façon dont le public a réagi aux mesures sanitaires, indépendamment du fait qu'elles étaient, de leur pertinence. C'est pas là mon propos. Je pense que le pouvoir a manqué d'occasion de faire de la pédagogie
autour des enjeux sanitaires récemment, et qu'une grosse partie des réactions qu'on a dans l'opinion publique aujourd'hui sont dues à ça. Je pense que ça reste minoritaire, mais il y a quand même des gens qui sortent de chez eux pour aller manifester le samedi après-midi contre le pass sanitaire, et qu'il aurait fallu qu'il y ait beaucoup plus de temps pour expliquer ce que c'est que l'ARN messager, quelles ont été les techniques utilisées par les scientifiques pour contrer ce virus, expliquer le principe d'un vaccin et le principe de ce vaccin en particulier, qu'est-ce qui nous permet de dire qu'aujourd'hui on a un recul suffisant par rapport à ce vaccin et à toute l'historique qu'on a eue. Enfin bref, il y a énormément de choses qu'il faudrait qu'on sache. Il y a eu de la pédagogie un peu au début, quand on nous a expliqué le R0, on nous a expliqué les exponentielles. Et puis de toute façon, on était tous devant nos écrans parce qu'on n'avait rien à foutre. Nos agendas étaient vierges de chez vierge au premier confinement. Bon, depuis, on s'est organisé, on a installé Zoom et ça c'est reparti. Mais depuis, ça a beaucoup manqué. Alors pourquoi ça m'éclaire aujourd'hui? Parce que là, il y a eu une crise qui était violente. En un an et demi, là, ça a chamboulé la face de la Terre. Et pour des raisons de mort imminente, il y avait une urgence très importante et on a pris le sujet à bras-le-corps. Bon, qu'est-ce qui va se passer si on réussit à avoir des politiques qui prennent conscience du sujet et qui se mettent à passer des lois qui sont à la hauteur de l'enjeu climatique? À la hauteur de l'enjeu climatique, ça veut dire que forcément, ici ou là, ça va frotter, ça va être un tout petit peu liberticide. On le sait, on s'en doute un petit peu. Si on fait ça et qu'on n'a pas préparé le terrain, c'est clair qu'on va avoir des réactions du même type. Et on pensait que les climato-sceptiques, c'était derrière nous. Il y a eu une première génération de climato-sceptiques qui était dans le déni, qui était où il n'y a pas de réchauffement, ou alors c'est pas la faute de l'homme. En ce moment, il y a une nouvelle génération qui consiste à être sur le thème de la mauvaise foi et de dire mais c'est pas si grave. Arrêtez de nous proposer des remèdes qui sont pires que le mal. Donc c'est pas si grave, la transition va coûter trop cher, etc. Ça, c'est les climato-réalistes. C'est la nouvelle génération là, de climato-sceptiques. Et puis, demain, je pense qu'il y aura une troisième génération qui si elle n'a pas déjà commencé, c'est ceux qui disent de toute façon, c'est foutu. Voilà. Alors, ce qui est gonflé, c'est que c'est les mêmes qui disaient c'est des conneries, qui nous diront juste après c'est foutu. À cause de vous. À cause des autres, évidemment, toujours, alors qu'ils ont fait partie de ceux qui retardent la réaction. Et celle-là, elle est hyper dangereuse, quoi. Il faut vraiment préparer le terrain pour que l'opinion publique soit prête à accepter qu'il y aura des contraintes, parce que sinon, c'est pire. Voilà. Et voilà, donc le but de la fresque, c'est d'atteindre l'immunité collective par rapport à ce climato-scepticisme. Merci. Est-ce que, Yves, un mot de conclusion avant de passer aux questions? Oui, je veux bien, parce que je voudrais prolonger ça, en fait. Moi, je suis frappé de ce que, dans le débat public, en fait, on retient un peu nos mots. Oui, il va y avoir une restriction de notre consommation, de notre liberté sur un certain nombre de choses. Et personne n'ose trop expliquer ça, en fait, parce que c'est gros. Et moi, je vois, quand vous voyez Éric Zemmour, je veux dire, lui, il n'a pas eu peur, en fait. Il est là, il dit qu'il faut renvoyer 6 millions de Français de l'autre côté de la Méditerranée sur des bateaux. Vous vous rendez compte de l'énormité? Et il ose aller à la télé et dire ça. Et nous, on n'ose pas dire qu'il va falloir consommer un petit peu moins, les gens. Il va falloir voyager un petit peu moins. Et peut-être qu'il va falloir avoir un petit peu moins de liberté, parce que sinon, tout va partir en vrille, quoi. Et je crois qu'en fait, on fait bouger le débat aussi à un certain moment en osant transgresser. Et je ne dis pas que je le fais, c'est très compliqué dans la position où je suis, et je pense que c'est très compliqué pour tout le monde, mais je pense qu'il faut aller dans cette direction-là maintenant, parce qu'on a été trop modéré en réalité. Santiago? Bon, c'est dur d'avoir un mot de conclusion après Yves. Moi, je voulais juste partager là une expérience qu'on est en train de faire justement pour montrer comment enfin, c'est pas spécialement pour ça, mais quand même, c'est pour montrer comment une information peut avoir un changement systémique. Très rapidement, en 30 secondes, à la COP, une étudiante il y a 2 ans, j'étais sur place, j'avais posé une question qui était qui ici a fondamentalement peur de l'avenir?
Je m'attendais à quelques mains levées, mais ça a été 80% de mains levées chez les étudiants, qui m'a vraiment fait réfléchir en me disant, ok, la source de la peur, c'est que ils sont là, ils ont vraiment la réalité en face, ils savent à quoi s'attendre et en même temps, ils n'arrivent pas à se projeter sur une carrière qui leur permette de répondre à ces enjeux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là, l'idée, c'est de créer une coalition. Donc, on est allé chercher les échos, on est allé chercher Deloitte Développement Durable pour un réveil écologique. Et là, on a créé finalement ce qui va sortir après un an de travail le 25 octobre prochain, qui est le premier classement des écoles et universités pour changer le monde. Donc, un classement qui justement intègre une grande partie. En grande partie, le critère majeur, c'est à quel point elle intègre aussi les questions de transition écologique et sociale. Et on espère que là, ça donnera justement de quoi aider les étudiants à se projeter sur vers quel établissement aller. Et de 2, également donner une feuille de route et de la visibilité, une méthode pour que ces écoles puissent transitionner. Donc voilà, je pense que c'est aussi, je voulais juste dire que bien organisé en mode coalition avec un but, l'information peut sûrement aussi avoir un changement systémique. Un mot de conclusion, Camille ? Oui, alors juste pour rebondir, il y a une nouvelle étude qui est sortie et que vous pouvez retrouver sur Datagora sur ce constat-là, juste pour rebondir, c'est qui fait froid dans le dos, qui dit que on a 58% des jeunes qui aujourd'hui n'ont pas confiance en l'avenir du fait du changement climatique, donc c'est quand même assez désastreux. Et pour rebondir sur ce que disait Yves, en termes de privation de liberté, alors la notion de liberté à bien redéfinir, parce qu'à partir du moment où on est dans un état et où on suit tous la loi, c'est une loi par définition, c'est de la privation de liberté. Donc, je pense que voilà, il y a ça à se remettre en perspective, parce qu'on a tous peur de perdre notre liberté. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Et ensuite, j'aimerais prendre un exemple en particulier, c'est celui de l'avion. Aujourd'hui, il faudrait qu'on arrête de prendre l'avion, ce qui peut être vu comme une entrave à notre liberté de déplacement. Et moi, j'aimerais vraiment vous proposer, mais sur cet exemple, mais de manière plus large, de faire l'exercice de transformer le négatif en positif. Comment ne pas prendre l'avion m'ouvre plein d'autres perspectives, plein d'autres possibilités, plein d'autres pistes que je pourrais explorer. Et de manière globale, se poser la question vraiment de rêver à quoi je rêve en fait, à quoi j'ai envie de contribuer pour le fameux monde de demain. Qu'est-ce que c'est et si on devait l'écrire tous ensemble, qu'est-ce qu'on a envie d'y mettre Voilà. Merci. Très beau mot de conclusion. Merci beaucoup à tous les 4. Il nous reste 5 grosses minutes pour les questions. Je vois déjà qu'il y en a pas mal. Si, j'ai la chance d'être plus proche, donc j'ai peut-être gagné. Merci d'être là. Je ne sais pas si ça impacte, mais en tout cas, vous avez au moins l'impact pour une personne sur 7 milliards, mais j'ai l'impression qu'on est quand même pas mal ici, donc ça peut être un peu plus. Désolé pour l'imaginaire collectif, Camille, ma question est plutôt orientée sur le concret immédiat du quotidien, mais c'est la mise en action. 2 questions. Pensez-vous qu'il serait productif ou contre-productif d'avoir un organisme d'envergure qui existe peut-être déjà, auquel cas, excusez-moi de la question, qui va lutter contre le greenwashing quand on voit passer tout ce qui passe. Alors moi, je suis très LinkedIn et pas les autres réseaux sociaux, mais je pense que c'est pareil partout. Et du coup, comment organiser cet organisme-là, central, international, j'en sais rien. Alors, il y a peut-être un rôle sur le TCFD déjà, mais qui fait autre chose. Deuxième question, existe-t-il un outil quotidien qui permet à chacun d'arbitrer les petits gestes du quotidien ? Alors, là, je vous donne des exemples très concrets qui sont du vécu. J'ai 2 enfants, c'est est-ce que je continue à leur donner des pommes-potes ou est-ce que je fais ma compote moi-même sur des plaques électriques qui sont plus ou moins carbonées ? Est-ce que j'achète un véhicule électrique ou est-ce que j'achète un véhicule essence d'occasion, etc., etc., etc. Je peux répondre très rapidement sur ta deuxième question. Si tu veux comparer des comparateurs d'impact, alors déjà, il y a Carbone 4 qui a sorti une étude et qui aujourd'hui a développé un outil qui s'appelle MyCO2 qui te permet vraiment de... Ben, normalement, c'est un outil qui te permet de faire ça. C'est-à-dire que tu vas pondérer chaque action. C'est que sur le CO2, donc il faudrait quelque chose qui soit plus analyse aussi que le vide pour répondre à la question des pommes-potes.
C'est vrai. Mais rapidement là-dessus, je suis d'accord avec toi et je pense que ça n'existe pas pour l'instant, je crois. Là, cette équation-là, pour moi, c'est, je disais, il y avait climat, biodiversité, ressources et inclusion. Et aujourd'hui, si on veut sortir de là où on est, il faut qu'on arrive à trouver en quelque sorte l'équation unique qui lie tout ça. Je ne pense pas qu'on l'ait. C'est-à-dire que sur le climat, on sait calculer les équilibres. Sur la biodiversité, il commence à y avoir des suggestions. En tout cas, c'est intéressant ce qui se passe, de comparer ça à des kilomètres carrés détruits en fonction de ce qu'on fait. Côté ressources, on a en quelque sorte l'équivalent du jour de dépassement, par exemple. Et après, côté inclusion, pareil, le côté... là, il reste aussi quelque chose à déterminer. Et comment est-ce qu'on lie les quatre ? Ça, j'ai pas connaissance d'outils qui le fait encore. Moi, je voulais réagir sur la première question. Donc, il n'y a pas un organisme aujourd'hui qui est en charge de lutter contre le greenwashing. Et l'ADEME a fait un guide anti-greenwashing qui est pas mal. Il y a des choses intéressantes dessus. Mais comme c'est très politiquement correct, il ne cite aucun exemple. Donc, évidemment, ça a une portée très limitée. Donc, je pense que l'idée de ce guide... Alors, il est bien parce que ça donne des guidelines quand même qui vont éclairer certaines entreprises avant de faire des conneries. Mais après, il faut que je sais pas, les associations de consommateurs ou les assos environnementales s'emparent de ça et puis puissent s'appuyer dessus pour dire telle pub c'est du greenwashing, voilà, dans le document de l'ADEME ça tombe dans tel chapitre. Mais en fait, quand j'ai vu ce document-là, je me dis bon, c'est pas mal, c'est une première étape, il faudrait vraiment en faire un autre juste après, mais qui en plus donne des exemples, voilà. Donc je sais pas, il faudrait trouver une asso de bénévoles nombreux, je sais pas qui... et en plus compétents sur les sujets carbone, je sais pas, on va trouver. Sinon, ça pourrait être un truc qui s'appelle les médias dans un monde meilleur. Oui, bonjour. Mais j'ai adoré la conclusion d'Yves parce que justement, je m'apprêtais à vous interpeller sur le besoin d'être un peu plus radical dans la communication parce que vous avez eu une table ronde qui était extrêmement polissée. Cédric, vous étiez passé à la télé sur BFM ou LCI et à un moment donné, vous aviez dit à la journaliste ouais, peut-être qu'en 2100, il fera une température invivable et vous n'aurez peut-être pas envie de faire des enfants pour qu'ils vivent dans ce monde-là. Et ça l'avait visiblement choqué. Ça avait fait un peu le buzz, cette vidéo. Est-ce que vous aviez eu des retours sur justement une posture un peu plus alarmiste ou est-ce que vous avez vous-même déjà essayé des postures un peu plus alarmistes, un peu plus effondristes ? Merci. Ouais, ça avait fait le buzz parce que ouais, les questions étaient bonnes, les questions des journalistes étaient bonnes. J'ai pu être un peu pushy et en effet, à un moment donné, il y a eu un cadrage sur la tête de la journaliste au moment où je disais un truc un peu choc et je pense que c'est surtout ça qui a fait le buzz. C'est super difficile à manier en fait, à quel point il faut être alarmiste ou pas, et puis en fonction du... Mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça dépend du public auquel on s'adresse. Quand on est vraiment sur un public très très large, si on fait trop peur aux gens, on risque de les choquer. Alors en même temps, ce qu'on disait tout à l'heure, moi j'étais plus sur le côté solution, c'est-à-dire qu'on amène des solutions plus ou moins fortes en fonction du niveau de connaissance des gens. Pour ce qui est du constat, c'est vrai que c'est quand même un petit peu toujours le même, mais ça peut faire un petit peu peur. Moi aujourd'hui, je suis dans une position où j'assume une forme de prise de risque. C'est-à-dire que j'assume le risque de faire peur, de faire mal, que des gens limite tombent dans la dépression, de faire ce constat. Déjà parce que j'ai confiance en eux pour s'en remettre et ensuite en sortir plus fort. Et je me dis aussi qu'on est en train de gérer un risque. Et quand on gère des risques, on doit arbitrer entre plusieurs risques. Donc là, on a le risque de se prendre le changement climatique dans la gueule. Et il faut arbitrer entre ce risque-là et le risque de choquer des gens ou de les faire tomber en dépression aujourd'hui. Voilà, et voilà, faut arbitrer. Donc le curseur, là, plus le temps presse, plus le curseur, il va falloir le déplacer vers une acceptation des risques de plus en plus grands. Et ça, c'est une réflexion assez générale sur la transition énergétique. Aujourd'hui, on parle du changement climatique qui nous fait peur. Pour la transition énergétique, je commence à avoir de plus en plus peur quand on va vraiment s'y mettre sérieusement. Ouais, ça va être un sacré bazar à gérer. Et on va être dans l'arbitrage de la gestion de risque tous les jours, comme le gouvernement l'a été avec le Covid, et je n'aimerais pas être à leur place dans les mois qui ont précédé. On va prendre encore 2 questions, parce qu'on a très peu de temps.
Bonjour à tous, merci, c'était très intéressant. J'aimerais revenir sur la conclusion que vous avez fait, Cédric et Yves. En fait, la question que je me pose, c'est que face au Covid, les gens ont accepté énormément de choses. On a quand même été plus de 6 mois en confinement ou en couvre-feu. Ça n'a pas vraiment mis de révolution dans le pays. Est-ce qu'en fait, on n'est pas juste trop frileux? Est-ce qu'on n'a pas peur de la réaction des gens? Mais en fait, est-ce que les gens ne sont pas plus prêts à passer à l'action que ce qu'on pense? Il faudrait juste peut-être leur forcer la main. Et en fait, on imagine des réactions qui ne seraient peut-être pas celles qui arriveraient, en fait. Face à l'urgence, il y a beaucoup de gens qui se rendent compte qu'il faut réagir, mais personne ne le fait vraiment. Est-ce qu'en fait, il ne faut juste pas se lancer avec des mesures peut-être qui seraient difficiles, mais peut-être acceptées? Alors personnellement, moi je suis très convaincu de ça. Je pense que là, on touche à la question du leadership du pays, en fait. Politique et économique. Si vous avez un leadership relativement unanime, il n'y a pas besoin d'une unanimité très très forte, mais qui vous dit on en est là, pour s'en sortir il faut aller là, ça ne sera pas très agréable, mais voilà. C'est pas pareil que si on a ce qu'on a aujourd'hui, qui est qu'en réalité ils ne veulent pas y aller. Il y a quand même, je trouve, des liens entre le leadership politique et économique et tous les gens qui ne veulent pas que ça change. Parce que la situation actuelle les favorise, en fait. Donc oui, je pense que la population accepterait beaucoup de choses et que le blocage, il est plutôt du côté des élites. Je rejoins complètement Yves là-dessus. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a plus de 10 ans, les restos sont devenus non-fumeurs. On s'attendait à ce qu'il y ait un tollé. Bah, pas du tout, parce qu'en fait les gens étaient tout à fait prêts et il était complètement rentré dans les mœurs que quand on est fumeur, finalement on sort pour pas déranger les autres. Enfin en tout cas ça s'est relativement bien passé et les gens n'ont pas déserté les restaurants. On est quand même allé au restaurant, voilà. Donc ils n'ont pas tous fait faillite comme ce qu'ils craignaient juste avant. Et je pense que concernant la transition énergétique, ça va être, je suis assez persuadé qu'on va avoir quelques bonnes surprises de ce type-là. C'est-à-dire qu'en fait on va réussir à faire passer des lois un peu contraignantes. Ce qui bloque pour l'instant, c'est les politiques. Je pense qu'ils ont un train de retard sur l'opinion publique. Et l'opinion publique, on ne la mesure pas bien. Et le jour où on va enfin réussir à avancer, on va être, j'espère, régulièrement agréablement surpris sur le fait que finalement c'est passé alors que c'était alors que c'était pas gagné du tout. Et en fait, on est devant un système qui est complètement verrouillé de partout. Et on se dit qu'on peut pas faire ça parce que telle et telle raison. Et en fait, chaque fois qu'on essaie de débloquer un truc, on est bloqué par 3 autres trucs. L'opinion publique, c'est un des verrous. Le blocage psychologique des décideurs, c'est un autre verrou, etc. Ils sont imbriqués, évidemment, les uns les autres. Et tout système chaotique, complexe de ce type-là, systémique, eh ben, quand ça se déverrouille, ça se fait aussi en chaîne, de façon chaotique aussi. Donc on peut miser un peu quand même sur l'espoir que les déclenchements vont se faire également en chaîne et que chaque fois qu'on va avoir une avancée, elle va elle-même déclencher ou déverrouiller plein d'autres choses qui semblaient complètement bloquées jusqu'ici. Et ça en fait vraiment partie. L'opinion publique, le courage des politiques qui ne connaissent pas bien en fait l'opinion publique et sa capacité, son acceptation pour les contraintes qui vont venir. Voilà, je crois que ça en fait partie. Donc il faut identifier tous les endroits où on peut aller gagner un peu de temps sur tous ces curseurs. Ouais, je voulais juste dire, en effet, rebondir là-dessus sur le terme d'acceptabilité pour moi, parce qu'en fait je pense que, je rejoins complètement sur le manque de courage, et là sur la question justement d'informer, pour moi c'est un des verrous que ça permet d'ouvrir, c'est l'acceptabilité des mesures, et ça voilà, il faut qu'on continue sur plein de canaux pour pouvoir le faire. Et si je peux compléter encore, la différence avec la crise du Covid, en fait, c'est que dans la crise du Covid, ce qui a permis qu'on accepte la situation aussi hallucinant, c'est impensable, était-elle quelques semaines avant, c'est qu'en fait, en tant qu'individu, on sentait tous que notre vie était menacée potentiellement si on se contraignait pas de la façon dont on s'est contraint. C'est-à-dire qu'il y avait un impact immédiat qui était de se dire potentiellement je mets ma vie en jeu ou celle de mes proches. Le problème aujourd'hui, c'est qu'avec le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité et les différentes limites planétaires qu'on est en train de passer, c'est que on a un biais cognitif qui fait qu'on n'arrive pas à penser la fin de l'espèce humaine.
Or, c'est bien ça qui est en jeu. Et à partir du moment, moi je suis assez convaincue, où on se sentira directement menacé dans notre vie, à ce moment-là, on va l'avoir le sursaut. Faut juste, la crainte, c'est que ce soit pas trop tard, en effet. Mais je pense vraiment que le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un vrai syndrome de l'autruche qui fait que tant qu'on ne se sent pas menacé directement dans sa vie, ce qui est pourtant le cas de ce qui pèse sur nous tous et toutes, malheureusement, ça plus les différents blocages politiques qui ont été mentionnés, voilà. Merci.